Bonjour à tous, aujourd'hui on s'entraîne pour le baccalauréat avec un sujet donc tiré du bac de l'an dernier, un sujet Polynésie du 19 juin donc 2024, exercice intéressant en début d'année parce qu'il est sur les suites et il y a une petite récurrence donc c'est très bien pour s'entraîner pour les premiers devoirs sur le thème des suites. En plus, la fonction qu'on y utilise c'est une fonction qu'on dit donc ici rationnelle, donc il n'y a pas d'exponentielle ni de logarithme, donc c'est vraiment accessible dès le début de l'année. Bon, l'exponentielle, ça aurait pu être fait dès le début de l'année aussi, mais pas le logarithme. Vous verrez ça plus tard. Donc, 2 parties dans cet exercice sur 6 points, donc c'est quand même pas mal. On a, vous voyez, directement une petite partie de programme en Python. Ici, donc, la fenêtre Python avec l'exécution, donc ici, de notre fonction, ici, qui s'appelle suite. Et ensuite, une partie B où, à l'aide d'une étude de fonction, on va justement essayer de démontrer la convergence de la suite et de trouver sa limite. Voilà. Donc, on est parti. L'objectif donc de cet exercice est de conjecturer en partie A et de démontrer en partie B le comportement d'une suite. On vous indique que les deux parties peuvent être traitées de manière indépendante. Ça veut dire que le jour de l'épreuve, si la partie A se passe mal, ça n'est pas grave. Vous pouvez passer à la partie B sans avoir vraiment réussi à faire tout ce qu'il y a dans la partie A. Et même vous pourriez, dans l'absolu, faire la partie B sans vraiment avoir fait la partie A. Donc, la suite qu'on va étudier aujourd'hui, ici, donc, on vous donne son premier rang. On vous redonne ce qu'on appelle donc une relation de récurrence. Donc c'est une relation, c'est une suite définie par récurrence, voilà. U0 vaut 3, et donc après UN plus 1 vaut 4 sur 5 moins UN. Une petite division. Et en première partie, on va tout de suite donc créer une suite, un script Python, pour justement calculer les termes de cette suite. Alors comment on fait pour calculer les termes d'une suite? Il faut d'abord indiquer à Python le premier terme. Ça veut dire que dans vos scripts, il faut avoir U0 égale 3. Et c'est ça, en fait, l'objet de la première des 3 petits points ici. Là, évidemment, au départ, il faut indiquer que vous allez commencer par un U0 égale 3. Et après, vous allez avoir une série de boucles. Ces boucles, il va falloir en faire assez pour aller calculer UN. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'ici, si vous voulez calculer, par exemple, U1, il faut faire une boucle. Mais il faut calculer quoi? Il faudra calculer U1. Et si je remplace dans la relation de récurrence, donc je remplace donc n, donc on va écrire pour n égale 0. Vous voyez, la relation de récurrence, qu'est-ce qu'elle me donne? La relation, c'est un plus 1 égale 4 sur 5 moins un. Donc si je veux u1, je prends n égale 0, je remplace n par 0, ça me fait 4 sur 5 moins u0. Vous voyez, ce qui va faire 4 sur 5 moins 3, et donc 4 sur 2, c'est-à-dire 2. Donc, si je veux calculer U1, il va falloir que je dise à mon script de faire donc 4 divisé. Alors diviser, on ne va pas écrire un trait comme ça. Pour la division en Python, c'est donc comme ceci. Et ici, il faudra calculer 5 moins U0. Mais U0, pour l'instant, il est stocké dans la variable U. Donc il faudra faire 4 divisé par 5 moins U. Tout ça en ligne, bien sûr. Pour calculer U2, il faudra au préalable avoir calculé U1. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire 2 boucles. Donc ici, pour n égale 1, vous aurez U2 qui est donc égal à 4 divisé par 5 moins U1. Oui, c'est pour ça qu'il faut absolument avoir calculé, donc au précédent, le terme U1. Et donc, vous allez donc faire 2 boucles. C'est-à-dire qu'ici, il faudra mettre for i in range 2. Donc si vous voulez calculer le terme de rang n, il faut faire n boucles. Pour calculer U1, il faut une boucle, U2, 2 boucles, U3, 3 boucles. Donc ici, c'est tout à fait normal qu'on ait un range n. Et ensuite, qu'est-ce qu'on met dans ce n? À chaque fois, vous avez vu, il faut calculer 4 sur 5 moins u. D'accord? Avec u, qui est une variable dans laquelle on va stocker au fur et à mesure, donc, les termes de la suite. Ça signifie qu'à chaque boucle, u doit changer. Et c'est pour ça que l'instruction qu'on va mettre, c'est pas juste 4 sur 5 moins u. On va, à chaque fois, dans la variable u, changer sa variable et la remplacer par 4 divisé par 5 moins u. Donc le programme qu'on peut proposer, évidemment, c'est donc def suite n 2 points, u égale 3, for i in range n, ça c'est vos n boucles, et dans chaque boucle, on recalcule la variable, on la change pour actualiser. À chaque fois, vous avez un nouveau terme de la suite. Et le dernier terme qu'on a calculé, on a fait n boucles, ça sera un. Donc on met u égale 4 divisé par 5 moins u. Et ensuite, return u. Là, c'est pour que votre
Donc, fonction renvoie bien la valeur que vous vouliez. Donc, voilà pour cette première question. Alors, vous voyez qu'au bac, on a juste à compléter. C'est pas très difficile, la plupart du temps. Hein. Donc, ici, U égale donc 4 divisé par 5 moins U. Donc, la plupart des élèves font ça en moins d'une minute. Hein. C'est plus long à recopier qu'à comprendre. Maintenant, bon, on n'a pas forcément envie de taper ce programme sur sa calculatrice, mais vous pouvez le faire. Hein, mais exécuter ce programme, c'est juste calculer les termes successifs. Donc, ici, on vous demande en question 2, eh bien, l'exécution de suite de renvoie ce nombre-là, effectue un calcul pour vérifier et expliquer cet affichage. Donc, on va tout simplement calculer U2. Vous voyez, j'ai déjà commencé à le faire. On va terminer notre calcul. Donc j'avais calculé U1 en remplaçant n par 0, ça me donnait U1 égale 2. Maintenant pour n égale 1, je vais calculer U2, c'est 4 sur 5 moins U1. Comme U1 vaut 2, ça fait 4 sur 5 moins 2, ça me fait donc 4 sur 3. Et effectivement, or 4 sur 3, eh bien ça s'écrit comment? Eh bien c'est 1,3, 3, 3, etc. à l'infini. Alors souvent pour dire que c'est à l'infini, vous avez une répétition des 3. Donc Python, lui, il affiche, vous voyez, un certain nombre de 3. Il ne fait pas de valeur exacte. Donc c'est une valeur approchée hein, avec un certain nombre de 3. Donc c'est ce qu'on va expliquer. Alors, on pourrait écrire par exemple que le programme donne une valeur approchée du résultat. Donc une valeur approchée de 4 tiers. 4 tiers en décimale, ça s'écrit 1,333 avec une infinité de 3, ce qui explique justement cet affichage de tous les 3. Voilà, on ne va pas en dire plus. Et on passe à la question 3. On va maintenant essayer de faire tourner ce programme hein, pour donc n égale 2, n égale 5, n égale 10 et n égale 20. Alors, pour info, voici le programme ici que j'ai tapé hein, sur un petit programme, un petit logiciel qui s'appelle Tony, THO2NY, que j'aime bien, qui est gratuit, hein, THO2NY. Et ici, hein, j'ai donc exécuté suite 2, suite 5, suite 10 et suite 20, et j'ai trouvé effectivement ce qu'on nous annonce. Donc, est-ce qu'on peut conjecturer là-dessus? Alors, eh bien, en regardant ça, 1,33, 1,055, vous voyez qu'on se rapproche progressivement de 1, et on est en décroissant. Voilà, donc on peut conjecturer sur le sens de variation, il n'y a rien à justifier, hein. Vous allez dire qu'on peut conjecturer que la suite est décroissante et qu'elle tend vers 0. Donc on pourrait dire par exemple que les valeurs affichées sont des valeurs approchées de U2, U5, U10 et U20, donc on peut conjecturer, c'est-à-dire faire l'hypothèse, hein, que la suite UN est décroissante strictement, convergente et qu'elle tend vers 1, vous voyez, hein, on voit bien que ça, on a l'impression que ça va se rapprocher de 1, donc voilà ce qu'on peut conjecturer. Hein. Je répète, conjecturer, hein, c'est donc faire une hypothèse hein, vue des résultats. Voilà donc cette première partie terminée, on passe à la partie B. On considère maintenant la fonction f, définie et dérivable sur l'intervalle moins l'infini 5, donc ouvert en 5, par l'expression f de x égale 4 sur 5 moins x. Effectivement, par rapport à notre suite, on remarque bien, et ça c'est important, que, eh bien, on a un plus 1, hein, vous voyez, c'était 4 sur 5 moins un, donc ici, s'il n'y a pas de un, je mets x et je retrouve f de x, donc ça c'est f de un. Donc un plus 1, c'est l'image par f de un. La fonction f, on voit ici qu'il y a une division par 5 moins x, donc 5 est valeur interdite, c'est pour ça. On a enlevé 5 du domaine et on travaille que sur la partie gauche de moins l'infini jusqu'à 5. Et on vous demande de montrer que f est croissante sur cet intervalle. Donc pour montrer qu'une fonction est croissante, on peut utiliser la dérivation. Hein. Donc effectivement, on vous dit qu'elle est dérivable, donc c'est pas la peine de justifier. Hein. On va tout de suite donner l'expression de la dérivée. Donc alors moi je vais répéter comment f est dérivable sur donc, alors son domaine de définition, donc ici sur moins l'infini 5. Alors certains vont dire oui, elle est aussi dérivable de l'autre côté, mais une fonction elle est définie sur un intervalle ou sur un ensemble. Donc voilà, on peut très bien définir une fonction sur un ensemble qui est beaucoup plus petit que ce qui pourrait être. D'accord? Donc ici on prend que le côté gauche, il ne faut pas que ça vous gêne, et on va dériver, on vous dit que c'est dérivable. Alors c'est dérivable parce que f de x c'est un quotient, d'accord? Un quotient avec ici un dénominateur qui ne s'annule pas, le numérateur du dénominateur sont dérivables, donc il n'y a pas de problème de dérivation. Alors comment est-ce qu'on dérive f de x? Alors il y a deux options. Là il y a deux options. Je vais vous donner les deux. Alors la première option c'est d'utiliser un quotient. Alors il y a vraiment, il y a deux méthodes. Alors je vais commencer par la méthode, on va dire, la plus générale, et après je pourrais la méthode quand même que moi je préfère parce qu'elle est un petit peu plus rapide. Mais certains élèves ont un petit peu de problème parfois à le faire. Donc première chose, eh bien, on remarque que sur cet intervalle, f de x, donc ici, pour tout x, donc
ici appartenant à cet intervalle, vous remarquez que, pour tout x, ça c'est le symbole, pour tout, ici f de x c'est un quotient. C'est le quotient ici de l'expression u de x sur v de x. Alors u de x c'est une constante. Donc c'est pour ça qu'il y a une deuxième méthode que je préfère. Donc ma constante ici c'est 4. Et v de x, c'est donc le dénominateur, c'est 5 moins x. On voit bien que u et v sont dérivables, et v de x est toujours différent de 0. Et on va avoir besoin ici de u', donc la dérivée de 4 c'est 0, et v', c'est dérivée de 5 moins x, c'est moins 1. D'accord? Alors ici, on utilise une célèbre formule qui permet de dériver les quotients, u sur v', u'v moins uv' sur v carré. Cette formule, vous pouvez l'utiliser, vous voyez, quand u et v sont dérivables et quand v est non nul, est toujours non nul. Donc j'applique ça, ça va très vite. Ça veut dire que f' est donc égal à... Alors, u', alors une petite boucle, moi, je fais comme ceci, u'v, donc 0 fois moins 5x, alors là, quand on va faire 0 fois moins 5x, ça va faire 0, c'est important. Moins 4 fois uv', donc 4 fois moins 1. Sur le carré de v, c'est-à-dire 5 moins x au carré. Et on trouve, vous voyez, 4 sur 5 moins x au carré. Alors, il y a une deuxième façon de dériver que je vais faire tout de suite, et après, on étudiera le signe. Alors, on peut utiliser une autre formule. Vous devez normalement savoir que la dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v carré. Ça se démontre avec les composés. Si ça n'est pas fait, vous prenez un u sur v. Et ici, on n'a pas vraiment 1 sur v, on a un 4. Une constante en haut, 4 sur v. Quand on multiplie une fonction par 4, la dérivée est multipliée par 4. Donc ça fera moins 4v' sur v carré. Le v, c'est le même qu'ici. Et vous voyez qu'avec cette formule, ça fait directement f' égale moins 4 fois la dérivée de v, donc moins 1, sur v carré, 5 moins x au carré. Vous voyez qu'il y a un moins, 2 moins, et on retrouve en fait 4 sur 5 moins x au carré. Donc dans les deux cas, bien sûr, on trouve la même dérivée. Donc après, on voit bien que, eh bien, quel que soit x, donc plus petit que 5, je vais écrire ça comme ça, eh bien 5 moins x au carré, c'est un carré qui est strictement positif. Ça ne fait pas 0, c'est un carré, c'est strictement positif. Comme vous avez un 4 en haut qui est positif, ça veut dire que donc, f' de x est toujours strictement positive. Conclusion, eh bien f est strictement croissante. Alors là, on vous demande croissante, donc ça suffit. Et donc croissante sur notre intervalle, donc moins l'infini, 5. Et pour être vraiment précis, on vient de montrer qu'elle est strictement croissante. Voilà. Alors pour ceux qui veulent vraiment parfois un petit peu plus, on peut aussi, rapidement je vous le dis, utiliser des compositions, parce que la fonction que x associe 5 moins x, elle est décroissante, donc sur moins l'infini 5. D'accord? Et vous allez la composer avec la fonction inverse. Donc ici, on est sur une zone où c'est différent de 0. D'accord? Donc quand vous allez inverser, eh bien la fonction inverse, elle inverse. Et donc elle va inverser le sens. Quand on compose une fonction décroissante et une autre fonction décroissante, on obtient une fonction croissante. Vous voyez, ça c'est la magie. Donc évidemment, on est toujours sur moins l'infini 5. Vous multipliez par 4, alors multiplier par 4, eh bien c'est une fonction croissante. Vous utilisez la fonction qui x associe 4x, et donc ça ne change pas l'ordre. Et vous avez ceci. Voilà, ça veut dire qu'on trouve, vous voyez, comme ceci, visuellement très vite. 5 moins x, ça décroît. On inverse, ça croît. On multiplie par 4, ça reste croissant. Évidemment, tout ça, il faut que 5 moins x soit non nul. Ça, c'est des petits raisonnements qu'on fait un peu plus tard, quand on a vraiment l'habitude des compositions. Quand on est en terminale, on reste sur des dérivations, parce que l'étude de signes, elle est très simple dans ce cas-là. Donc, on a fait ce qu'il fallait pour montrer qu'elle était croissante. Donc, deuxième question. On va passer maintenant sur une récurrence, et on va vraiment faire un effort vraiment de rédaction sur cette récurrence. Là, je vais faire vraiment, j'insiste, un effort pour essayer de rédiger, peut-être comme vos professeurs. Alors, on peut rédiger de façon plus légère, mais quand on apprend à faire des récurrences, au début, il faut un petit peu surcharger tout ça. On va donc créer une assertion Pn. Voilà, on va montrer que Pn est vrai. Donc, Pn, c'est donc cet ensemble ici d'inégalités, un encadrement, 1 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à 4. Et on va montrer par récurrence que Pn est vrai pour tout n, appartenant à grand N. Ici, je vais utiliser le symbole pour tout. Voilà. Alors, on va démarrer simplement. Bien sûr, vous démarrez toujours par l'initialisation de cette propriété. Donc, on va regarder ce qui se passe pour n égale 0. Donc ici,
on écrit, la plupart du temps, initialisation, pour que le raisonnement soit très structuré. Voilà, et donc on commence à n égale 0, puisque, c'est important de lire, on veut démontrer ça pour tout entier naturel, donc ça commence à 0. Donc pour n égale 0, qu'est-ce qui se passe? Donc on a dit, U0, c'est donné, c'est égal à 3. Et on avait calculé, tout à l'heure, U1, alors on peut recalculer très vite, mais ça donnait 2. On a effectivement, on a 1 qui est effectivement inférieur ou égal à 2, qui est effectivement inférieur ou égal à 3, qui est effectivement inférieur ou égal à 4. Donc, vous voyez bien que 1 est inférieur ou égal à U1, qui est inférieur ou égal à U0, qui est inférieur ou égal à 4. Donc, la propriété, elle est vraie pour n égale 0. Donc, P0 est vrai. Ou alors vous écrivez la propriété est vraie pour n égale 0. Pour l'hérédité. Alors, on va prendre donc soit n appartenant à grand N. Certains changent de lettre, mais ce n'est pas nécessaire. Voilà, qu'est-ce qu'on veut montrer? Eh bien, on va tout de suite dire, montrons que si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. C'est-à-dire que si une propriété est vraie, si elle est vraie au rang n, elle est vraie au rang suivant. Alors maintenant, on va traduire avec notre propriété. Donc ça veut dire qu'on veut montrer quoi? Eh bien, là, on n'est pas toujours obligé de tout écrire, mais on veut montrer que, donc, si on a 1 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à 4, c'est vrai au rang suivant. Ça veut dire que 1 est inférieur ou égal à un plus 2, qui est inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur ou égal à 4. Et ça, on va l'écrire pour vraiment visuellement voir ce qu'on veut atteindre et qu'est-ce qu'on a comme hypothèse. On appelle l'hypothèse de récurrence. Donc ici, on va faire ça. Donc on va, supposons que Pn est vrai. Donc, ça veut dire qu'on suppose que 1 est inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur ou égal à un, est inférieur ou égal à 4. D'accord? Et, important, on veut montrer que dans ce cas-là, eh bien, au rang suivant, c'est-à-dire ça. Donc, je vais remplacer n par n plus 1, ça me fait donc un plus 2, un plus 1 et 4. Vous voyez, ça c'est tout ce qu'on veut montrer. Alors après, quand on s'habitue, on n'écrit pas tout ça. On en écrit un petit peu moins. Donc ici, on est en train de montrer que, quel que soit n appartenant à grand N, Pn vrai implique Pn plus 1 vrai. Voilà ce qu'on est en train de montrer. Alors, pour ça, eh bien, on est dans une démonstration d'une inégalité ou d'un ensemble d'inégalités. Donc là, eh bien, l'idée, c'est toujours de partir de notre supposition, ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, que je vais appeler ici HR. Donc, on démarre notre raisonnement. On a donc 2 points. 1 inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 4. Et on va, ici, c'est vraiment très très simple. Le lien entre un et un plus 1, c'est simple, il faut composer par f. Donc, ici, on va utiliser la fonction f. D'accord? On va prendre l'image de ces 4 nombres. Vous avez 4 nombres ici, on va prendre l'image. Et comme f est une fonction croissante, f est croissante, donc sur moins l'infini 5, et qu'on est bien ici sur moins l'infini 5, donc je vais insister sur une copie, je vous incite ici à mettre un inférieur strictement à 5. On est bien sur la zone où f est croissante, donc je vais l'écrire aussi. Donc f conserve l'ordre pour tous les nombres qui sont plus petits que 5. Donc sur moins l'infini 5, j'insiste. C'est pour ça qu'ici, eh bien, on va avoir f de 1 plus petit que f de un plus 1, plus petit que f de un, plus petit que f de 4. L'ordre est conservé. Alors f de 1, ça vaut combien? Eh bien, on peut le calculer rapidement. Donc, or, f de 1 égale donc 4 sur 5 moins 1. 4 sur 4, c'est égal à 1. Et f de 4 est égal à, donc, 4 sur 5 moins 4 est égal à 4. Ça veut dire qu'ici, on a donc f de 1, ça fait 1. Inférieur ou égal à f de un plus 1, mais f de un plus 1, eh bien, c'est un plus 2. C'est le principe de cette suite, parce que f de un, c'est un plus 1. D'accord? Pour calculer un terme, eh bien, c'est l'image du précédent. Donc ici, regardez, f de un plus 1, c'est un plus 2. Ici, j'ai un plus 1 et ici, j'ai 4. Et mon but est atteint. Le but, c'est ça, d'accord? C'est ce qu'on avait ici.
j'ai bien atteint mon but. Alors, je vais l'encadrer, oui. Ça, c'était l'objectif qu'on s'était fixé. Et on a bien atteint cet objectif. D'accord? Donc, l'idée, on est parti de notre hypothèse, donc ici, récurrence. Vous venez de montrer, alors ça, vous ne faites pas sur la copie, après on ne voit plus rien. Vous venez de montrer qu'on pouvait passer de là à là. Vous venez donc de montrer que la propriété, elle est héréditaire. Pn vrai implique bien Pn plus 1 vrai. Donc on fait un bilan de l'hérédité. Donc la propriété est héréditaire. Ça signifie que quel que soit n entier naturel, Pn vrai implique Pn plus 1 vrai. La conclusion, on a P0 qui est vrai, ça c'est notre initialisation. Ensuite, on a donc pour tout n appartenant à grand N, Pn vrai implique Pn plus 1 vrai, ça c'est l'hérédité, et les deux choses ensemble, eh bien c'est ce fameux principe de récurrence, donc vous écrivez principe de récurrence ou par récurrence, eh bien on vient d'en déduire, on vient de montrer que quel que soit n appartenant à grand N, Pn était vrai. Voilà. Donc ça, c'est une rédaction vraiment pour détailler au maximum. Comment on pourrait rédiger ça un peu moins? Quand vous aurez l'habitude, on en met un petit peu moins. Voilà ce que je peux proposer. Alors, au niveau de l'hérédité, donc vous mettez soit n appartenant à grand N. Alors, il y a plusieurs options. Il y a ceux qui vont mettre supposons que Pn est vrai. On veut montrer qu'alors. Il y a aussi une version que j'aime beaucoup aussi. C'est ici soit n appartenant à grand N tel que, on peut mettre ça tel que Pn est vrai. Voilà. Et ça vous évite le supposons que. C'est la même chose, c'est tout aussi valable, puisqu'on sait qu'il y a au moins une valeur pour laquelle cette propriété est vraie, c'est pour P0. Donc vous pouvez faire ça si vous avez déjà fait l'initialisation. Après, si votre prof fait supposons que, vous faites vraiment, essayez de vraiment respecter ce que le prof vous montre, il a l'habitude, faites-lui confiance. Donc après, vous n'échapperez pas à l'écriture de l'objectif, il faut l'écrire, il faut savoir où on va, donc vous pouvez mettre, on veut montrer qu'alors, ou alors moi des fois je mets but et j'encadre un petit peu pour vraiment avoir mon objectif vraiment sous les yeux. Et après, je vous l'ai dit, quand on veut démontrer des inégalités, il faut partir de l'hypothèse de récurrence. Ça c'est vraiment la chose à savoir. Si on veut démontrer des expressions, des formules, on part de la formule au rang suivant. Enfin, je vous montrerai ça dans d'autres exemples, mais là, si vous voulez des encadrements, il faut partir de l'hypothèse de récurrence et vous construisez. Ici, vous voyez, vous cherchez comment on va de un à un plus 1, et c'est simple, c'est une composition par la fonction f, et c'est pour ça qu'on a besoin du sens de variation. Comme c'est croissant, ça conserve l'ordre, il faut le dire, c'est important, parce que c'est vraiment pour ça qu'on a fait la question précédente. Ensuite, vous montrez, donc, vous écrivez clairement, voilà, ceci, et vous dites, donc, la propriété est héréditaire, ça suffit. Et après, conclusion, là, il y a plein de conclusions possibles. Moi, je mets souvent, et la plupart du temps, la propriété est vraie pour n égale 0. D'accord? Elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout n, que j'écris la plupart du temps en symbole. Voilà, certains profs n'aiment pas les mélanges entre le français et symbole. Voilà, l'important, c'est quand même que vous ayez compris les arguments qui font la décision. Voilà, donc on a terminé avec cette récurrence. C'est la plus classique. Elle tombe quasiment sur tous les sujets de bac, donc il faut savoir bien comprendre cette utilisation du sens de variation pour juste... donc vous voyez qu'il n'y a pas de calcul en fait. C'est étrange, il n'y a aucun calcul, c'est juste la composition et la conservation de l'ordre parce qu'elle est croissante ici qui fait tout. Voilà, on continue. Troisième question. Alors l'idée, c'est de résoudre f de x égale x parce qu'on va utiliser ce fameux théorème du point fixe, on en parlera donc dans les questions suivantes. Donc ici on va partir. Alors f de x égale x, c'est équivalent à quoi? Donc ici, on prend donc x, donc ici, x, il est donc plus petit que 5. f de x égale x, ça veut dire que 4 sur 5 moins x est égal à x, d'accord? Alors comme x est non nul, 5 moins x est différent de 0, on peut faire un produit en croix. C'est-à-dire que 4 va être égal à 5 moins x fois x. On peut multiplier des deux côtés par 5 moins x, parce que 5 moins x est différent de 0. Ici, vous développez à droite, regardez, ça fait 5x moins x2. On met tout à gauche. Ça fait x2 moins 5x plus 4 égale 0. Donc effectivement, il y a bien équivalence. Équivalence, c'est important, c'est que vous pouvez revenir en arrière. Vous voyez qu'à chaque fois, je peux aller de gauche à droite ou de droite à gauche. Je peux revenir à chaque fois. Vous voyez ici, je peux revenir parce que je sais que 5 moins x est non nul, donc je peux diviser par 5 moins x. Vous voyez qu'on peut revenir. Pareil ici, Donc, question déjà terminée. Alors, résoudre f de x égale x. Donc, d'après la question 3, d'après E3a,
résoudre donc f de x égale x équivaut à résoudre notre équation du second degré x2 moins 5x plus 4 égale 0. Alors, ceux qui sont très habitués, les racines sont... Enfin, les solutions sont évidentes. Ici, on voit bien que 1 est solution. Et comme il y a un plus 4 et ici un coefficient 1, les racines, enfin les solutions de l'équation sont 1 et 4. Alors, pour retrouver ça, sinon on fait un delta. Donc, A égale 1, B égale moins 5, C égale 4. Delta égale B carré moins 4 à C. Donc, ici, moins 5. 1 et 4, qui fait 25 moins 16, ça donne 9, qui est un carré, c'est strictement positif. On a donc deux, alors je vais repartir où ça là-haut, ce sera plus clair, donc on a deux solutions réelles. x1 égale donc moins b, moins 5, ça fait 5, moins racine de 9, ça fait 3, sur 2a, ça fait 2 sur 2, 1, je l'avais annoncé, x2, 5 plus 3 sur 2, 4 sur 2, 8 sur 2, ça fait bien 4. Donc, il y a deux solutions, on va mettre S égale, donc 1, 4. Ça veut dire que, ici, je vais mettre S égale 1, 4. Donc, les solutions de f de x égale x, c'est 1 et 4. Et important quand même, je ne l'ai pas dit, mais il faut quand même l'écrire, parce qu'on résout sur, vous voyez, sur l'intervalle moins infini 5. Donc ici, ça serait bien de préciser, or, 1 donc appartient à moins l'infini 5, il est bien dans le domaine d'études, et 4 appartient à moins l'infini 5. Donc on a cette équation, donc f de x égale x, elle a deux solutions qui sont bien 1 et 4. Si on a vu par exemple 1 et 7, il aurait fallu enlever le 7, vous voyez, qui n'est pas dans l'intervalle. Même si on a vu 1 et 5, j'aurais dû enlever le 5. Important. Donc 1 et 4 sont dans le bon ensemble, donc on a une équation qui a deux solutions. Démontrer que la suite UN est convergente, et ensuite trouver sa limite. Alors, revenons sur ce qu'on a démontré. D'après la question 2, pour tout n appartenant à grand N, on a montré que 1 est inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur ou égal à un. Alors ça, qu'est-ce que ça nous dit? Alors deux choses. Tout d'abord, un plus 1 est plus petit que un. Donc, la suite un, elle est décroissante. Vous voyez, un plus 1 est plus petit que un. Son terme précédent, un est décroissant. Ensuite, on a un plus petit que 4, donc un est majoré par 4, un est plus grand que 1, elle est minorée par 1, alors lequel des deux va nous servir? Alors, on a une suite décroissante. Pour avoir une suite convergente, il faut une décroissante qui est ici, donc, minorée. Il faut que un soit plus grand que quelque chose, donc c'est le 1 qui va nous servir. Ça veut dire qu'ici, or, un est plus grand que 1, oui, un est supérieur à un plus 1, qui est supérieur ou égal à 1, donc un est supérieur ou égal à 1. D'accord? Un est plus grand que 1, donc un, la suite, elle est minorée. Minorée, pour bien montrer que vous avez compris, c'est minoré par 1. Et on utilise le théorème de la convergence monotone ou de la limite monotone. Eh bien, ici, ça veut dire que la suite UN est convergente. D'accord? Et comme elle est minorée par 1, sa limite est donc supérieure ou égale à 1. Convergente vers donc une limite qu'on va appeler L réelle, avec ici L qui est forcément supérieur ou égal à 1. D'accord? En plus, avec l'encadrement de UN, on sera forcément entre 1 et 4. Et ça, on va le dire tout de suite. Alors ici, le problème, il est que notre équation avait deux solutions, 1 et 4. Vous voyez, et pour l'instant, l'encadrement qu'on a, c'est entre 1 et 4. Donc quand on va passer à la limite, on a un petit souci, parce qu'on ne saura pas quel des deux, en fait. On aura deux possibilités. Alors, comme la suite est décroissante, on se doute bien que 4 n'est pas solution, mais il faut être très précis. Donc ici, on va remarquer que, eh bien, U1 va P est égal à 2. Donc, comme la suite est décroissante, comme UN est décroissante, c'est-à-dire que pour tout n, donc supérieur ou égal à 1, UN est donc inférieur ou égal à 2. Donc, en passant à la limite, ça veut dire que passage à la limite, on va écrire ça, passage à la limite, eh bien, ça veut dire que le nombre L, il est inférieur ou égal à 2. Donc, on passe à la limite de UN, qui existe, qui était réelle, est inférieur ou égal à 2. Donc ça veut dire que forcément, on en conclut, donc,
eh bien, L, on savait que c'était supérieur ou égal à 1, donc L est entre 1 et 2. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être 4. Vous voyez, ça permet d'éliminer le nombre 4. Alors maintenant, il faut trouver la limite, donc la valeur de cette limite. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle le théorème du point fixe. Alors, il faut d'abord rappeler que, premièrement, pour tout n appartenant à grand N, le lien entre un et f, c'est que un plus 1 est égal à f de un. On va passer à la limite, en fait, dans cette égalité. Donc on va rappeler plusieurs choses. Il faut rappeler que, premièrement, eh bien, quel que soit n appartenant à grand N, un est inférieur strictement à 5. Autrement dit, un appartient à moins l'infini 5. Ensuite, la limite L appartient aussi à moins l'infini 5. Il faut que la limite soit dans le domaine. Et la fonction f doit être continue, donc, sur tout ce domaine moins l'infini 5. Alors ici, f est continue sur ce domaine, car f, elle y est dérivable. Quand on est dérivable sur un ensemble, on y est continu. Et là, on utilise ce qu'on appelle donc le théorème du point fixe. Autrement dit, on peut passer à la limite ici. À gauche, limite de n plus 1, ça fera L. À droite, la limite de f de un, eh bien, en fait, comme la fonction est continue, ça va faire f de L. C'est tout ça. Et il faut absolument avoir précisé ces trois choses. Et donc, L est égal à f de L. Ça veut dire que ici, ça veut dire que L, donc L est solution de f de x égale x. Et solution, il n'y en a que 2. Donc L, eh bien, il appartient à l'ensemble 1, 4. Donc soit c'est 1, soit c'est 4. Et on a dit, elle est plus petite que 2, donc elle ne peut pas faire 4, donc elle est égale à 1. Et on l'écrit, hein, comme ça, on dit, or, elle est inférieure à 2, donc elle est différente de 4, et donc elle est égale à 1, puisque vous avez le choix entre 1 et 4. On a terminé. Cette suite UN, elle converge vers 1. Donc pensez à ce terme du point fixe. Hein, il y a trois conditions. L'appartenance donc du n à l'intervalle de continuité, l'appartenance de la limite à l'intervalle de continuité, et on donne la continuité. Et après, vous écrivez, si vous voulez, théorème du point fixe, L égale F de L. Point fixe, hein, c'est parce qu'en fait, l'image de L est lui-même, enfin, est elle-même. D'accord, F de L égale L, donc on appelle ça en maths un point fixe. En fait, c'est une valeur fixe par la fonction, mais on appelle ça un point fixe, même si ça n'est pas un point. Voilà. Dernière question, assez intéressante en fait. Le comportement de la suite serait-il identique en choisissant comme terme initial 4 au lieu de 3? Alors, où est-ce qu'est intervenu le fait que U0 est égal à 3 dans tout notre raisonnement? Eh bien, il y a un moment où on s'est servi, hein, vous vous rappelez, tout ce qu'on a fait serait valable, hein, on arriverait au même endroit, la limite serait toujours entre 1 et 4, d'accord? Et ensuite, j'ai choisi, vous voyez, on avait montré que L serait toujours entre 1 et 4, d'accord? Et j'avais éliminé 4 parce que, comme U1 était égal à 2, on avait dit L était plus petit ou égal à 2. Donc, on ne pouvait pas faire 4. Mais là, regardez ce qui se passe. Combien vaut U1? En fait, dans ce cas-là, avec U0 égale 4 et UN plus 1 égale F de UN. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, U1 serait égal donc à 4 sur 5 moins 4. Et 5 moins 4, ça fait 1. Ça veut dire que U1 serait égal à 4. D'accord? Et U2 serait aussi égal à 4. Parce qu'en fait, f de 4 est égal à 4. Ça veut dire que, on peut démontrer par une récurrence très simple, que on aurait, quel que soit n appartenant à grand N, un qui serait égal à 4. Et en fait, un serait constante. Constante égale à 4. Et donc, ça veut dire que la limite serait une suite constante de limite 4. Et donc, vous voyez que le comportement serait différent. Déjà, elle serait constante, et ensuite, la limite serait 4. Alors, comme on a le temps, hein, si vous avez le temps, je vous invite à regarder ce que je vais faire ici. On va regarder sur GeoGebra. Donc, j'ai tracé en vert la courbe de cette fonction. Vous voyez qu'il y a deux parties. Mais nous, dans l'exercice, on n'utilise que la partie gauche, puisqu'elle n'a défini que sur, donc, moins l'infini 5. Donc, je vais enlever cette partie droite. Voilà. Donc, maintenant, regardez. Ici, hein, en vert, donc la courbe. En orange, hein, c'est la courbe de la première bisectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y égale x. Je vais vous montrer un petit peu comment on peut lire graphiquement, hein, et avoir des conjectures graphiques, vous l'avez certainement déjà vu. Hein. Donc ici, comment on fait pour utiliser la courbe pour graphiquement voir les différents termes? Alors, je vais faire un zoom ici. J'ai placé, vous voyez, U0 égale à 3. Donc pour aller chercher U1, je dois aller calculer f de U0. Donc je me place sur la courbe. Et pour avoir U1, je vais donc lire l'ordonnée. Vous voyez, ça veut dire 2.
Et après, je reporte ici grâce à la droite orange. En m'arrêtant ici, je descends et j'ai U1 qui vaut 2. Et ensuite, on fait pareil. Je vais chercher U2 en allant chercher sur la courbe. Et ensuite, je regarde horizontalement. Et j'ai U3, enfin U2 qui est ici, vous voyez. On a U2, donc on avait trouvé, rappelez-vous, 1,3333, c'est ça ici. Et on continue, vous voyez. Ça veut dire que là, eh bien après, je vais avoir U3 qui est ici. Et on a ici, hein, en fait, l'idée c'est que tout va se passer quand on zoome vers ici. Il y a un escalier décroissant ici, donc la suite semble décroissante. Et ça semble converger vers l'intersection ici, vous voyez. Et petit à petit, j'ai de plus en plus de termes. Hein, et on a cette intuition graphique que notre suite, eh bien, elle va, vous voyez, ici, descendre. Hein, donc décroissante, et converger vers l'intersection entre la courbe et cette première bisectrice d'équation y égale x, et c'est pour ça qu'on résout f de x égale x. Alors si on prend u0 égale, si je change, par exemple, je prends u0 égale 3,1, voilà, ça ne change pas grand-chose, vous voyez, on a toujours quelque chose de décroissant. Il y a juste un endroit où ça va changer, c'est quand on prend u0 égale 4, parce que regardez ce qui se passe, alors je vais reculer un petit peu pour que vous voyez, quand je prends u0 égale 4, eh bien, on tombe à chaque fois sur l'intersection qui est ici, la deuxième intersection entre les deux courbes, et on retrouve là la question, on a résolu f de x égale x, il y avait deux solutions, 1 ou 4. Donc si vous mettez u0 ici, entre 1 et 4, 4 exclus, vous aurez un escalier qui descend vers cette intersection. Si vous prenez u0 égale 4, vous êtes exactement sur l'intersection, donc vous avez une suite constante. Voilà, on n'en dira pas plus. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et bonne continuité dans votre travail. Bon courage, à bientôt.